défécateurs, on déveille sur les fakes. En cas de crise, comme lors de l'incendie de Lubrizol à Rouen, lorsque l'actualité est brûlante, que des gens réagissent à chaud et que la couverture de l'info devient aussi catastrophique que la catastrophe couverte, on risque très rapidement de se faire enfumer. Alors, quels sont les bons réflexes pour ne pas se laisser intoxiquer? Sombre fumée, flammes endiablées, ce soir vont danser dans la ville effrayée. L'intérêt de revenir sur une crise comme celle-là, non pas à chaud, mais quelques temps après qu'elle ait commencé, c'est évidemment qu'on peut prendre du recul et analyser plus facilement ce qui s'est passé. Puis essayer d'en tirer 2-3 trucs utiles au passage sur la manière dont se gèrent les catastrophes. Alors, petit rappel des faits sur cet incendie de Lubrizol à Rouen, on sait jamais si vous découvrez cette vidéo longtemps après sa sortie. Le 26 septembre 2019, à 2h40, sur un site industriel situé quai de France, en bord de Seine, un incendie se déclare dans des entrepôts qui stockent des produits chimiques, dans l'usine de Lubrizol et la société de transport Normandie Logistique, juste à côté. Rien, tu peux rien faire. Tout au long de la nuit, on entend des explosions. Ce sont des fûts qui explosent. Sur le site, il y a des milliers de tonnes de matières hautement inflammables, notamment des hydrocarbures. Il va falloir des heures pour éteindre l'incendie avec plus de 200 pompiers. À midi encore, le feu était circonscrit, mais toujours pas éteint. Et il n'a pas neigé entre-temps, ce qui est blanc là, c'est de la mousse. Parce que au sol, il y a 3 à 4 cm d'hydrocarbures, alors pour éteindre un incendie comme celui-là, il suffit pas d'arroser avec de l'eau, il faut mettre de l'émulseur. Alors, un énorme panache de fumée noire se forme, que le vent pousse en direction du nord-est, et il va aller très loin, jusqu'en Belgique. Ce qui est inquiétant parce que l'usine de Lubrizol, c'est un établissement classé Seveso seuil haut, qui fabrique des additifs pour des lubrifiants et des carburants. Alors Seveso, qu'est-ce à quoi? Eh bien, il y a eu un accident industriel en Italie, en juillet 1976, sur la commune de Seveso, avec un rejet d'un panache de dioxine, contamination des alentours, les feuilles des arbres qui jaunissent, des enfants hospitalisés atteints de chloracné. Heureusement, pas de victimes humaines au final, mais 3000 animaux domestiques tués et 77 000 animaux d'élevage abattus. Et du coup, en 1982, quand l'Union Européenne a rédigé des directives pour identifier les sites industriels qui présentent des risques d'accidents majeurs, ils ont pris le nom de Seveso en référence à cet accident. Donc, depuis, un établissement industriel qui accueille des produits dangereux, dans une quantité au-delà d'un certain seuil, et qui présente donc des risques, est, comme on dit, classé Seveso. Et il a du coup un certain nombre d'obligations. Il doit mettre à disposition des autorités publiques l'inventaire des substances dangereuses qui sont présentes sur ces installations, et avec les autorités, il élabore des plans de secours à déclencher en cas de sinistre. Oui, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, t'as dit Seveso, Kezako. Seveso, ok, et Kezako, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Kezako? Oui, mais c'est-à-dire, c'est quoi? Oui, mais c'est une question du coup, c'est quoi? C'est quoi le problème? Je sais pas, mais tu dis des mots, on comprend même pas c'est quoi. Ouais, tu vois bien que tu l'as compris puisque tu le dis. Mais c'est quoi que je dis? Mais ce que ça veut dire justement, c'est quoi, Kezako? Et je sais pas c'est quoi, moi, c'est ce que je te Ah demande. oui, mais j'en sais rien, moi, c'est du patois, voilà. Du pas moi. Ah ouais, je vois, c'est encore pour m'exclure. Je t'exclus pas puisque je t'explique. Mais t'as pas l'air de... Bah mais non, alors soit t'expliques mal, soit je suis trop con, hein. Là y a pas 36 solutions. Ah oui, mais c'est peut-être ça le problème. Ah bah je suis heureux de te l'entendre dire. On progresse. Bref, Lubrizol Kezako, eh bien, c'est un site Seveso. Alors, en cas d'accident industriel grave de ce type, comme ce matin-là, que fait-on? Il y a d'abord déclenchement du plan d'urgence interne pour ramener l'installation dans un état de sûreté et protéger notamment le personnel présent. Mais dès que l'accident commence à présenter des risques pour la population à l'extérieur du site, et là, ça a été le cas très vite, on déclenche un autre plan, le PPI, plan particulier d'intervention, et qui prévoit toutes les mesures d'urgence pour protéger la population. Donc il existe un PPI pour chaque installation industrielle susceptible de présenter des risques pour la santé des populations et pour l'environnement, donc notamment les sites Seveso, les raffineries, les centrales nucléaires, les barrages hydroélectriques. Ces PPI sont mis en œuvre par les préfets des départements sur lesquels se trouvent ces sites. Donc, en cas de déclenchement, c'est le préfet qui devient le directeur des opérations de secours. Et alors, il y a une information obligatoire des populations qui sont concernées, celles qui se situent dans le voisinage, et qui sont donc susceptibles d'être directement exposées en cas de sinistre. Elles ont toutes reçu, genre une plaquette d'information qui les informe des risques et leur donne les consignes à suivre. Hey! On y explique les risques des établissements d'agglomération, notamment incendie, explosion, émission de gaz toxiques, risque de nausée, intoxication, etc. Et alors on nous dit, comment seriez-vous alerté en cas d'accident majeur? Par le réseau de sirènes d'alerte.
Alors vous l'avez là, 3 fois un signal d'1 minute 41. Alors ça figure sur toutes les plaquettes de ce genre, hein. Vous savez, c'est la fameuse sirène qu'on fait sonner une fois tous les premiers mercredis du mois pour vérifier qu'elle fonctionne pour le jour où on en aura besoin. Bon alors là, premier souci, à Rouen, on n'a pas entendu les sirènes de toute la nuit. Il y a 31 sirènes sur l'agglomération, il n'y en a que 2 qui ont été déclenchées à 7h51 du matin. Voilà, ça, c'était les premières sirènes. Pourtant, le préfet avait déjà décidé d'un périmètre de sécurité de 550 mètres autour du site de Lubrizol, où les gens devaient donc rester confinés, pour ne pas s'exposer au risque dehors. Mais si on n'avertit pas les gens, c'est compliqué. On a pu lire par la suite des témoignages de gens dans la zone, personne ne nous a prévenus, je n'ai pas entendu d'alarme, la situation est inquiétante, j'ai su ce qui se passait sur internet, on n'est pas plus informé. Alors, le préfet a donné une explication par la suite. Une population qui était massivement en sommeil était quelque chose de tout à fait pertinent pour permettre aux sapeurs-pompiers de travailler. Discutable, hein, et qui d'ailleurs a été discuté. C'est un choix qu'on ne peut critiquer, je l'entends, hein, j'entends ce que... La population massivement en sommeil se trouvait de facto confinée. Alors, ça s'entend, mais du coup, si vous êtes sorti avant 8h-10 sans avoir spécialement écouté la radio, vous vous êtes exposé aux fumées. Et au-delà de ça, on voit bien, si dès le début de l'accident, on commence à prendre des libertés par rapport aux procédures qui ont été mises en place, forcément, on décrédibilise les mesures du plan d'urgence et on va déjà générer du flou dans l'esprit de la population. Oh, mais t'es complètement malade! Oh, ça va pas mieux, non? Oh, je te parle! Hey, mais ça va pas me gueuler comme ça, t'es sourdingue ou quoi? Ah bah oui, bah on se demande pourquoi? Qu'est-ce que tu Non fous? mais je teste la sirène du début d'épisode. Il faut la tester régulièrement, hein, parce que si un jour on en a besoin, puis qu'elle marche pas, tu seras bien emmerdé. Et puis comme ça, tu te rends un peu mieux compte de ce que tu fais subir aux gens, hein, quand ils lancent tes vidéos et qu'ils sursautent parce qu'ils ont oublié de baisser le son. Surdogène. Donc sur cette histoire de sirènes qui n'ont pas retenti de la nuit, le préfet a expliqué en conférence de presse, l'objectif était de laisser du temps et de l'espace aux pompiers pour travailler et que le déclenchement des sirènes aurait risqué de provoquer un mouvement de panique contre-productif. Et là, on arrive au cœur du problème. Donc ça a été relevé par pas mal d'experts en gestion de crise, comme Gilles Martin ou Laurent Vibert, et il y a notamment un très bon article d'Olivier Boraz du CNRS, qui résume très bien le souci qu'on a en France, et qui nous est propre, parce que c'est pas le cas en Belgique ou aux States par exemple. Quand bien même des décennies de recherche en sciences sociales ont démontré qu'en situation de crise, sauf en de rares circonstances, les populations ne paniquaient pas, et faisaient au contraire preuve d'une très grande maîtrise de soi, les services de l'État partent du postulat, lorsqu'ils définissent un plan d'action, que la population va paniquer. Autrement dit, la gestion de crise repose sur des prémices qui sont fausses d'un point de vue scientifique. Alors, quelqu'un qui prend appui sur des bases scientifiques, vous pensez bien que ça a éveillé mon intérêt, hein, j'ai voulu vérifier ça, mais ne connaissant pas forcément bien ce sujet-là, je me suis tourné vers quelqu'un qui le connaît très bien, lui, puisque c'est son domaine de recherche, Mehdi Moussaïd, qui est éthologue et qui étudie le comportement des foules. L'éthologie, c'est une branche de la biologie qui se définit comme l'étude du comportement des espèces animales dans leur milieu naturel. Et donc moi, c'est la même chose, je fais de l'éthologie. Sauf qu'à la place des oiseaux ou des gorilles, c'est des gens qui vont au travail ou au supermarché. Mais il y a quand même énormément de points communs avec le comportement des animaux sociaux, comme les troupeaux de moutons, les bancs de poissons ou les colonies de fourmis. Et j'ai donc pensé à Mehdi parce qu'il a une chaîne YouTube que je trouve passionnante qui s'appelle Fouloscopie. Alors la fouloscopie, c'est l'étude du comportement des foules. Fouineur, foulard, foule, foulée, fourberie... Bon, c'est pas dans le dictionnaire. Comment on étudie les foules, concrètement? On peut faire des enregistrements vidéo dans la rue, on peut organiser des expériences, on peut examiner Facebook ou Twitter, on peut même utiliser la réalité virtuelle. On utilise des programmes informatiques d'analyse d'images qui vont détecter le mouvement des pixels à l'écran et ainsi reconstituer les pressions que subissent les individus. Ça nous permet, comme vous le voyez ici, de mettre en évidence les ondes de choc qui traversent la foule. Et là, regardez, le concert commence et la foule se synchronise immédiatement avec le rythme de la musique. Et surtout, je vous parle des grandes découvertes qui ont marqué la discipline sur les paniques, les bousculades, sur la propagation des rumeurs, sur les réseaux sociaux, sur l'intelligence collective. Alors, je vous recommande sa chaîne, ce sont des sujets hyper intéressants, il a de l'humour, et surtout, il donne toujours plein de sources pour vérifier et pour aller plus loin. Et ça, vous savez que j'y suis sensible, donc j'aime bien ses contenus. Et là, pour le coup, il m'a orienté sur des études qui confirment ce que disait le chercheur du CNRS. Il y a notamment un article de 2 psychologues sociaux, il y en a une partie qui est consultable en ligne, hein, je vous ai mis le lien. On y découvre que l'image de la foule qui panique et les gens qui s'entretuent pour se diriger vers la sortie, c'est un mythe. Alors le cinéma aime bien ça parce que ça fait de la dramatisation à peu de frais, mais la réalité est bien plus nuancée. Là, en l'occurrence, ces chercheurs font part d'une étude du comportement de la foule pendant une évacuation d'un immeuble en urgence,
Et pas n'importe quelle urgence, puisque c'est une analyse du témoignage de 250 rescapés d'une des tours jumelles du World Trade Center, le 11 septembre 2001. Ça parle aussi d'une autre étude qu'ils ont fait eux-mêmes cette fois, en interrogeant plus de 140 rescapés de l'attentat de juillet 2005 dans le métro en Angleterre, et ils citent encore pas mal d'autres études auprès d'autres survivants de catastrophes diverses et variées, et ce qu'on observe à chaque fois dans ces situations de crise, c'est un comportement civique, de la solidarité, et des gens qui agissent de manière relativement ordonnée et coopérative, et très peu de violence ou de panique. Parce que ce qui se passe, c'est que justement, en cas de crise grave, on change de comportement. Prenez un passager du métro, lorsqu'il se rend à son travail, il se considère comme un individu, les autres passagers étant les autres, mais lors d'une crise qui touche tout le monde, l'identité du passager changerait du « je » au « nous », ce qui déclencherait des comportements de solidarité. En fait, dès que les personnes se définissent comme membres d'un groupe, le sort du groupe et de chacun des membres du groupe devient important. Alors Mehdi, il a aussi écrit un bouquin, Fouloscopie, comme sa chaîne, et il y a un chapitre où il détaille justement les mécanismes comportementaux qui sont à l'œuvre derrière ça, et qui font que, devant un danger, on est plus enclin à l'entraide qu'à l'individualisme. Alors je remercie beaucoup Mehdi pour ses compléments. Je vous ai mis le lien sur sa chaîne pour que vous puissiez aller voir. Il y a notamment une vidéo qui donne les 10 conseils pour survivre à un mouvement de foule, comme ça, même s'il y avait un souci pendant une évacuation, vous sauriez ce qu'il faut faire. Moi, celle que j'aime bien, c'est celle où il parle de la contagion. Il a fait une expérience de contagion sociale, il a demandé à un groupe de personnes de se placer dans la rue et de fixer un point dans le ciel sans bouger. Et Milgram, il était caché à côté et il mesurait le nombre de personnes qui s'arrêtaient à leur tour pour regarder dans le ciel dans la même direction. Une sorte de contagion du regard ou de l'attention, si vous voulez. Et si vous cherchez sur le net, vous allez pouvoir trouver des exemples de contagion sociale assez absurdes. Et du coup, regarde, je suis en train de te contaminer, là. Non, pourquoi? Parce que tu regardes un truc, là? Mais non, je baille. Ah, Alors du coup, en me voyant faire, tu bailles. Et les gens qui nous regardent, tout le monde baille. non, parce que je te vois pas faire avec ta combi, alors ça... Ah, moi, je te vois pas faire, mais je t'entends. Tu vois, rien qu'en parlant, mais tout le monde baille. Ah non, mais tu fais quoi, là? Le but de mes vidéos, c'est pas de faire bailler les gens. Allez, on se ressaisit. Donc, avant de se perdre à bailler au corneille, là, avec les études que nous indiquait Mehdi, on a un peu touché du doigt le problème majeur de la gestion de crise à la française, qui repose sur des prémices fausses selon lesquelles la foule va systématiquement paniquer. Donc, on a une autorité qui cherche avant tout à rassurer, et le décalage qui s'est créé avec la population vient du fait que la population, elle a besoin d'être informée. Hein? Si vous entendez « on veut être rassuré », je vous recommande l'achat d'un sonotone. Ah ouais, mais tu m'étonnes. En lien avec le lobby des sonotones, c'est tout. Et ce décalage, on va le retrouver régulièrement au long des heures et des jours qui vont suivre. Déjà, le 26 septembre, donc le matin de l'incendie, il n'y avait même pas 8 heures, et vous avez une première réaction du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui est à la radio à ce moment-là. J'ai fait activer une cellule de crise au niveau de la préfecture et nous faisons toutes les analyses au moment où je vous parle. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Je n'ai aucun élément qui permette de penser que les fumées en particulier seraient dangereuses, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas le cas, et donc j'ai demandé que l'on prenne toutes les mesures de contrôle nécessaires, et nous communiquerons évidemment avec la population en direct. Le problème, c'est que le ministre trouve le moyen de nous caser qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure, tout en disant quand même en substance qu'en fait, il n'en sait rien. Je n'ai aucun élément qui permette de penser que ce serait dangereux, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Donc en fait, au moment où il s'exprime, il ne sait rien du tout. On a vu le temps qu'il a fallu par la suite avant d'avoir ne serait-ce qu'une première liste des produits qui ont brûlé. Et pareil, il a fallu du temps pour avoir des analyses de la dioxine d'arrière, puisqu'elles n'ont été publiées que le 10 octobre. Concernant les prélèvements qui ont été faits le 26 septembre par Atmo Normandie, il y en a eu différents types. Dans un premier tableau, publié le 27 septembre sur le site de la préfecture, on voit des mesures de qualité de l'air tout au long de la journée du 26 septembre, et avant l'intervention du ministre durant la nuit, on ne voit que des mesures qui concernent des polluants atmosphériques classiques qui sont observés pour analyser la qualité de l'air. Dioxyde d'azote, dioxyde de soufre. Et ça a été souligné notamment par plusieurs collectifs comme l'association Respire, il n'y avait pas encore à ce moment-là de moyens de détection adaptés pour chercher des polluants plus spécifiques, liés à l'accident industriel. Ensuite, il y a eu un second type de prélèvement dans des canistères, ça ce sont des réservoirs qui absorbent de l'air ambiant et qu'on analyse ensuite en labo pour rechercher des polluants plus spécifiques. Et là on a un rapport de INERIS qui a été publié le 2 octobre et qui donne la liste des 6 canistères relevés sur la matinée et les polluants recherchés.
Bon, alors au niveau des résultats, ça va, les mesures sont sous les seuils, sauf pour le prélèvement qui a été fait sur le site de l'incendie. Mais en fait, tout ça, le ministre n'a pas pu en avoir connaissance à l'heure où il s'exprimait. Déjà, d'une part, tous les prélèvements n'avaient pas encore eu lieu, et puis surtout, on nous précise qu'ils n'ont été réceptionnés au laboratoire que vers 18h. Et puis bon, outre la qualité de l'air, il y a eu aussi des analyses d'essuie, mais là, de toute façon, elles n'ont eu lieu que dans l'après-midi. Il y a d'ailleurs un article de Check News dans l'IB qui pointait quelques soucis dans la rigueur de ces prélèvements-là. En tout cas, on voit bien qu'au moment où le ministre parle, il n'a pas vraiment d'éléments pertinents pour se prononcer. Ou alors, s'il en avait d'autres, on les connaît pas, parce qu'ils n'ont pas été publiés. Et quoi qu'il en soit, voilà, un second problème saillant dans toutes les communications des ministres, dans ce genre de crise. Ils se font les ambassadeurs de la rassurance, ils donnent des adjectifs qualificatifs, c'est rassurant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il n'y a pas de toxicité aiguë, etc., etc. Mais dans la mesure où ils ne vous donnent aucun élément chiffré, aucune des mesures précises sur lesquelles ils s'appuient pour choisir leurs adjectifs, vous êtes en droit de considérer que ce n'est pas une information sourcée et vérifiable. Tu ne te reposes sur rien de concret ? Arrête donc ta prose, elle est sans intérêt. Attention, entendons-nous bien, je suis pas en train de vous dire que le ministre vous raconte spécialement des mensonges exprès. Je vous dis qu'en fait, au moment où il s'exprime, il ne sait que chi. Rien. Donc, il parle toto. Et ça, on en a eu moult exemples. Souvenez-vous du 1er mai. Voici le mot de ligne, les fleurs au vent. Voici le mot de ligne, les fleurs au vent. Que les fleurs au vent, si jolies mignonnes. Que les fleurs au vent, si mignonnes. Joli 1er mai, où le vent porte les coquelicots et les doux gaz lacrymaux. Dans la journée à Paris, des manifestants ont affronté les forces de l'ordre et des gens sont rentrés dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le soir même, le ministre de l'Intérieur faisait une déclaration. Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital, on a agressé son personnel soignant et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Alors, vague d'indignation générale, c'est scandaleux, ils attaquent les hôpitaux, mais jusqu'où ça va aller ? Je suis comme tout le monde extrêmement choqué qu'un hôpital évidemment puisse faire l'objet d'une intrusion, de violences potentielles. Et puis, sort une vidéo filmée de l'intérieur par le personnel soignant de l'hôpital, où on s'aperçoit qu'en fait d'attaque, ce sont des manifestants qui ont essayé de venir se réfugier dans l'enceinte de l'hôpital pour échapper aux lacrymos et aux policiers qui les ont suivis jusque-là. Le personnel de l'hôpital témoigne et confirme qu'il n'y a jamais eu d'attaque. Et donc, le 3 mai, rétropétalage du ministre. Mais j'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot « attaque ». Je n'aurais pas dû l'employer. Et voilà ce que ça fait de parler trop tôt et de réagir à chaud sans vérifier. Cher. Et alors, à chaque fois, derrière, vous avez le Premier ministre qui lui réexprime son soutien. Là, par exemple, il a dit ce qu'il savait au moment où il s'est exprimé, il est dans le rôle qui est celui du ministre de l'Intérieur. Du coup, on peut en déduire que le rôle du ministre de l'Intérieur, ce serait de s'exprimer très rapidement pour assurer sur le fait qu'il est sur le coup, avant même de savoir réellement ce qu'il en est de la situation. Je comprends parfaitement que des parents s'inquiètent compte tenu de l'odeur qui continue à régner au Havre et qui est... compte tenu de l'odeur qui continue à régner à Rouen. Bref, les déclarations de ministres à chaud sur place, ça n'a jamais grand intérêt. À Rouen, vous avez 6 ministres qui sont allés sur place pour rassurer et bien faire comprendre qu'on aurait toutes les infos, tout en n'en donnant aucune. Et il n'y a pas de mystère, c'est logique, parce que la vraie source, à chaque fois, ça a été les conférences de presse du préfet et les documents mis à disposition sur le site de la préfecture. De la même manière, quand il y a un attentat ou une scène de crime, la source d'info, là, c'est le procureur. Oui, d'accord. Alors on me dit, je vous donne l'information, on me dit que 100 militants se sont mis devant et ont tenté de forcer les portes, et à ce moment-là, 100 policiers se sont mis devant. 10 policiers. Enfin, 10 policiers, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, avançons. Parmi les dysfonctionnements dans le plan qui ont été constatés ce matin-là, il y a eu le manque de coordination entre les autorités locales. Comme Madame Boulanger, j'ai eu un message vocal de Gala à 14h25 m'informant de l'incendie de Brisol. Bien heureusement, j'ai un portable et j'ai réussi à avoir quelques informations en amont. Dieu sait qu'on s'entraîne, et tant mieux. Et Dieu sait que vous nous envoyez tous les premiers mercredis de chaque mois un message sur le portable, et que si on ne décroche pas, ça continue de sonner toute la journée, et tant mieux, parce que ces exercices sont nécessaires. Et quand on est au moment de pleine crise, il n'y a plus rien qui sonne. Ça repose la question de pourquoi il y a une différence entre ce qui est pratiqué dans les exercices et la manière dont on gère vraiment la crise le jour où elle arrive. Pourquoi est-ce qu'on prend des libertés avec les procédures qui font que tout le monde est largué, y compris les maires qui sont en première ligne auprès de leurs administrés et qui savent pas quoi leur répondre. Et aussi, est-ce que ces exercices, finalement, préparent bien à la situation réelle ?
On n'a pas réussi à gérer l'ensemble de ces moyens, du déclenchement des plans, les sirènes, prévenir les élus, mettre en place des dispositifs lourds, c'est-à-dire mettre, comme font les États-Unis, on les prend souvent en comparaison, mais quand même, ils ont une agence fédérale qui s'occupe de toutes les calamités, les catastrophes sur l'ensemble du pays. L'État, d'une part, et les entreprises n'engagent pas les moyens suffisants pour se protéger et permettre justement cette résilience au niveau national. Je le vois parce qu'on intervient au titre des entreprises privées, on fait des exercices de crise avec certaines, elles nous disent « Ah oui, mais là, on ne va pas pouvoir faire beaucoup plus, on fait juste une demi-journée d'exercice sur table », et ça ne peut pas fonctionner. Dans un exercice sur un POI, on dit qu'on a déclenché le POI, on fait 2-3 manœuvres avec 2 lances sur le site, et c'est fait, on a validé notre exercice de crise. Non, on devrait pouvoir faire des crises, même à l'échelon interdépartemental. Et là, l'interdépartemental, c'est encore une autre limite à laquelle on touche. Forcément, dès qu'on va dépasser le département pour lequel était dimensionné le PPI, on va rentrer dans l'improvisation. Je dirais toute gestion de crise comporte des marges de progrès, ça c'est incontestable. Ah ben ça vous le fait aussi, hein? Non, je vous explique. Défécator, il est en train de faire le montage de sa vidéo, là. Puis il est parti se faire un café. Donc j'en profite pour ajouter discrètement un petit message personnel. Ça arrivera en plein milieu de l'épisode, parce que je vois pas trop l'endroit où je l'ajoute. Mais tant pis, c'est pour dire que j'ai mis une vidéo sur sa chaîne avec juste un bâillement. Comme ça, avec le lien, vous pourrez vous en servir de réponse dans des commentaires ou dans des forums. Ah, c'est pas un vrai argument, mais ça fera bâiller l'autre. C'est déjà ça. Au moins pendant ce temps-là, il s'arrêtera de parler, puis peut-être ça lui donnera envie de dormir. Puis je vais même vous donner une astuce. Non, je croyais qu'il revenait. L'astuce, c'est que dans la vraie vie, ça marche aussi. Quand vous en avez un qui en finit plus avec ses arguments, bah vous bâillez, rapidement, contagion. Et là, vous pouvez profiter que l'autre est en train de bâiller pour lui reprendre la parole, puis pour passer à autre chose. C'est mon petit conseil tactique. J'ai appelé ça la feinte de la corneille. Vous verrez ça. Alors considérons à présent qu'on est à Rouen, jeudi 26 au matin. On a été prévenu qu'il y a un incendie, par la radio ou par internet, ou parce qu'on habite assez près pour avoir entendu les fûts qui explosaient. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire si personne ne vient nous donner d'instructions? Là, il faut se reporter aux consignes qui nous ont été remises. Donc, prenons la plaquette sur « Que faire en cas d'accident industriel ?» Alors, problème encore, on a pu lire des témoignages de certains riverains indiquant qu'ils n'avaient jamais reçu cette plaquette. Si c'est vrai, c'est grave, parce que dans les plans de prévention, on l'a dit, c'est censé être une priorité et c'est une obligation. Donc si c'est votre cas, si vous êtes dans un secteur avec un site Céveso et que vous n'avez pas reçu d'informations, exigez-les. Bon, là, nous, on va les retrouver sur le site de la préfecture. Mettez-vous à l'abri, fermez portes et fenêtres. Là, on va chercher à s'isoler de l'air extérieur qui est potentiellement dangereux. Et alors, là où c'est sans doute moins évident, regardez, ne téléphonez pas, les lignes téléphoniques doivent rester à disposition des secours, ne fumez pas, et n'allez pas chercher vos enfants à l'école. Alors ça, faut se faire violence, mais c'est du bon sens. Vous n'allez pas aller courir sous le nuage toxique pour aller chercher votre gamin et lui faire respirer des gaz dont on ne sait pas trop ce qu'il y a. Donc logiquement, il doit rester confiné avec les enseignants dans l'école. Et vous respectez ces consignes jusqu'à la fin de l'alerte. Alors, sur la page du site de la préfecture, qui donne les infos sur l'incendie, il y en a une autre version, et vous voyez, dès le matin du 26, la préfecture vous recommande donc de rester à l'abri des fumées, laver tous fruits et légumes avant consommation, ouais, c'est un minimum, et rester informé de la situation en suivant les services de radio et de télédiffusion. Et on le voit là aussi, tout en bas, dans tous les cas, restez à l'écoute des consignes données par les autorités, à la radio, à la télévision. Alors ça, bon, la radio, la télévision, le 26 septembre jusqu'à midi, ça allait, ils jouaient leur rôle et ils relayaient les consignes, et puis, à 11h58, patatras. La suite donc de cet important incendie qui s'est déclenché cette nuit, important incendie, alors que nous apprenons, selon une dépêche de l'agence France Presse, le décès de Jacques Chirac, l'ancien président de la République, est décédé. Regardez comme ça folle d'ailleurs. De l'agence France Presse, la famille Chirac aurait annoncé à l'agence France Presse le décès de Jacques Chirac. Voilà, donc on va évidemment parler un peu moins de cet incendie à Rouen. Ah oui, en effet, tu l'as dit, Bouffi. On va parler un peu moins de cet incendie, 12 euphémismes alors. J'aime autant vous dire que si vous vouliez, comme on l'avait demandé, rester à l'écoute de la radio et de la télévision, c'était mort pour vous. Regardez ce graphique de l'INA, c'est assez révélateur de ce qui s'est passé. À la télévision, c'est simple. Si vous prenez les grandes chaînes, TF1, France 2, ou les chaînes d'infos genre BFM TV, ça a été du Chirac non-stop à partir de midi. Dans le JT de TF1 de 20h, 55 minutes consacrées à la mort d'un président qui n'avait plus d'activité depuis 12 ans, et une phrase à la fin du journal, une phrase pour dire qu'il y avait eu un incendie qui s'était éteint et qu'il n'y avait pas de victimes.
Sur France 2, le JT du soir a duré 1h18, dont tout à la fin, après 21h15, 1 minute 20 consacrée à l'incendie de Rouen et rien sur les consignes, sur ce qu'il fallait faire le lendemain, etc. Sur BFM TV, chaîne d'info en continu, à partir de midi, il a fallu attendre plus de minuit pour reparler de Rouen, etc., etc. Donc, ça faut le savoir, si vous vous retrouvez confiné à la suite d'une catastrophe, déjà, espérez très fort que les ex-présidents s'en soient sortis, sinon pendant 3 jours, les médias vont vous oublier total, et encore, Johnny est mort, donc vous avez déjà ce risque en moins. Par contre, faut espérer qu'il arrive rien ce jour-là à Zidane, ou à Gérard Depardieu, que la police écossaise n'arrête pas le monstre du Loch Ness, ou que Zemmour se fasse pas agresser par une femme voilée, parce que là, sinon, je donne pas cher de vos chances d'être informé de quoi que ce soit d'autre pendant les jours qui suivront. C'est le problème de la hiérarchie de l'information, vue par les médias de masse. Tu as besoin d'infos? Jean-Jacques Goldman trépasse? Fais ton deuil des journaux et des médias de masse. Là, le seul média qui a continué à peu près à jouer son rôle dans la situation, c'est la radio France Bleu, dont la fréquence est donnée d'ailleurs sur certaines plaquettes. Ils ont fait des flash infos, ils ont relayé les infos essentielles sur l'incendie et sur ce qu'il fallait faire. Fermeture d'établissements scolaires à nouveau demain dans 12 communes. Donc du coup, quand les médias regardent autre chose, qu'est-ce qui se passe? Les réseaux sociaux vont prendre le relais, mais avec évidemment les balanceurs de fake news qui vont être en roue libre, et c'est là que l'information va devenir totalement catastrophique. Alors, vous le savez, on l'avait vu dans ma vidéo sur les attentats de Manchester avant qu'ils se fassent retirer, dans les premières heures qui suivent un gros événement dramatique, on sait que vous avez tout un tas de guignols qui vont balancer n'importe quoi sur les réseaux sociaux, pour attirer l'attention, pour surdramatiser, ou d'autres raisons merdiques, Du coup, il ne faut surtout pas donner le moindre crédit à ce qui circule si vous n'avez pas le moyen de le vérifier. Alors, on se souvient, par exemple, le soir de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, de ces enquêteurs véloces et perspicaces, le cul dans leur canapé, qui avaient vite fait de repérer un musulman sur le toit, expliquant donc pourquoi il s'agissait d'un attentat. Qu'on m'explique, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, alors le lendemain, le musulman était toujours là, il s'était carrément statufié à force de rester immobile devant les flammes. Mais c'était pas le seul, Ce soir-là, la cathédrale grouillait de musulmans, puisqu'il y en avait un autre qui se promenait en djellaba, tranquille, après avoir mis le feu. Alors évidemment, c'est de la pareidolie, vous voyez ce que vous avez envie de voir. Même technique que celle qu'on avait repérée chez ceux qui voient des animaux sur la planète Mars ou des bulles dans l'espace. Vous prenez une vidéo de très mauvaise qualité et vous influencez son interprétation. Par contre, évidemment, dès que vous regardez la même scène dans une vidéo de bonne qualité, voilà, le musulman en djellaba ou le gilet jaune pyromane, on a entendu ça aussi, ça variait selon les versions, on s'aperçoit que c'est un pompier. Ce qui au fond n'a rien de très surprenant sur un bâtiment en flammes. Alors vous aviez aussi ceux qui vous expliquaient que la couleur jaune de la fumée de l'incendie était forcément due à un produit chimique utilisé par un incendiaire, très certainement de la thermite. Ça, tous les spécialistes autoproclamés étaient formels. Sauf que, sur la toiture, il y avait 210 tonnes de plomb, et il y en avait aussi 250 tonnes dans la flèche. Or, la combustion du plomb produit du monoxyde de plomb, qui a la particularité d'être jaune, d'où la couleur de la fumée. D'ailleurs, c'est quelque chose qui avait déjà frappé les témoins de l'incendie de la cathédrale de Reims en 1914, une spectaculaire fumée couleur jaune d'or, et à l'époque, il n'y avait pas de thermite, juste 400 tonnes de plomb sur la toiture. Bon, à l'avenir, souvenez-vous de toutes ces conneries, parce que c'est la même à chaque événement, incendie, attentat, à chaud, vous avez des gens qui balancent de la désinformation, et d'autres qui se dépêchent de la propager, tant que c'est chaud, comme des gougnafiers. Tu retweets sans vérifier? Tu es un gros gougnafier. Alors à Rouen, donc, une fois les médias partis dans la nostalgie d'Achiraki, il y a eu des tas de choses qui ont été montées en épingle, 2 oiseaux morts sur une terrasse de café, Rouen Info l'a repris, tout le monde y a vu le signe du début de l'apocalypse, donc ça a beaucoup circulé. Au final, quand il a vu l'ampleur que ça avait pris, le serveur qui avait pris la photo a bien indiqué qu'en fait c'était juste 2 oiseaux qui a priori étaient tombés du nid sans qu'il y ait vraiment un rapport établi avec l'incendie. Surtout que si les oiseaux avaient réellement été touchés, il y en aurait eu plus de 2. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une autre photo qui s'est mise à circuler, pour dramatiser un peu plus le truc. Et là, on rentrait carrément dans le fake honteux, puisque c'était une photo prise en Louisiane en 2011. Il y a eu la vidéo d'une étudiante à Rouen, dont le robinet faisait couler de l'eau noire, qui n'avait pas l'air super potable, et une autre à Mont-Saint-Aignan qui avait une eau trouble. Mais ce qui a intrigué la métropole Rouen-Normandie, qui s'occupe de la distribution de l'eau, c'est qu'il s'agissait de cas isolés, alors que logiquement, tout leur quartier, ou au moins tout leur immeuble, aurait dû avoir le même problème. Et en allant vérifier sur place, il s'est avéré qu'à Mont-Saint-Aignan, elle avait déjà eu le souci avant, et que c'était lié à ces canalisations vétustes. D'ailleurs, si vous regardez bien la vidéo, ça se voit, quand le débit est faible, ça coule clair, c'est uniquement quand elle monte la pression à fond qu'il y a des dépôts qui apparaissent. Si l'eau était polluée en amont du robinet, elle arriverait foncée, même à faible débit. Et puis, il y a eu le faux communiqué de presse de la préfecture, du 27 septembre, qui reprenait les vrais logos, mais qui donnait de fausses infos alarmistes, genre le nuage présente une toxicité aiguë, sachant que
la toxicité aiguë, ça désigne en général ce qu'on appelle la DL50, c'est-à-dire la dose de mélange toxique à partir de laquelle on a 50% de risque d'être tué. Donc effectivement, toxicité aiguë, là faut pas y aller. Bon, la vérification est simple, dans ce cas-là, il faut aller vérifier à la source. Donc, allez voir sur le site de la préfecture, ou de l'ARS, l'Agence régionale de santé, dans la page consacrée à l'incendie, si on retrouve bien ce communiqué, et là, bien sûr, eh bien, il n'y était pas. Et dans tout ce fatras, vous avez des journaux comme 20 minutes, qui s'amusaient à faire des titres ironiques. Alors, regardez celui-là. Un nuage de fumée un peu toxique, mais pas trop, traverse les Hauts-de-France. Hein, on pourrait presque croire que c'est un titre du Gorafi, tellement c'est ironique. Alors, ça traduit bien le flou dans lequel on se trouvait à ce moment-là, parce que justement, le 26 au matin, la préfecture avait bien parlé de nuages sans toxicité aiguë, mais du coup, ça sous-entendait quand même qu'il y avait une toxicité, même si elle n'était pas aiguë, et ce qui laissait quand même pas mal de marge de nuances possibles. Des analyses, évidemment, sont faites du nuage de fumée, les premières indications ne faisant pas apparaître de toxicité aiguë, en tout cas sur les principales molécules. Pour autant, des mesures de précaution doivent être prises, donc pas de déplacement inutile sur l'agglomération. Et au surplus, nous avons décidé la fermeture des établissements scolaires. Bon, mais faut savoir si on est un journal satirique ou si on donne des infos objectives. Là, on est en pleine confusion des genres quand même, et ça ne peut que alimenter les inquiétudes. D'ailleurs, ils s'en sont rendus compte, ils ont modifié leur titre le lendemain. On le voit, il y a un juste milieu à trouver entre rassurer exagérément les gens et les alarmer inutilement. Donc encore une fois, le seul moyen d'être objectif, c'est de se baser sur des mesures. Et en attendant les mesures, si on ne les a pas, eh ben, il faut appliquer le principe de précaution. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bon, après 3 jours d'hagiographie chiracienne quand même, les radios et les télés se sont réveillés. Alors, le mardi 1er octobre, sur France 2, ils se sont mis à déféquer les fakes dont on vient de parler, c'est-à-dire du 26 et 27 septembre, 3 jours après qu'ils aient circulé, hein, réactivité. Et en plus, c'est laborieux, regardez. Le gars, il est en train de souligner qu'il y avait des fautes d'orthographe, blablabla, mais c'est pas avec ça que tu vas leur donner les bonnes clés pour déféquer, les gars, parce que ça, pour le voir, faut déjà avoir un bon niveau d'orthographe. Hein, si les mecs, ils doivent commencer à déchiffrer avec un bécherel en situation d'urgence, ça va pas les aider. Et en plus, si jamais le mec qui a fait le fake est bon en orthographe, bah, ça marche pas. Mais bon, mais là, j'admets, là, je commence à rentrer dans des hypothèses surréalistes. Hein. En tout cas, bah, ça, c'est de la défécation merdique. Hein. Tout ce qui compte, c'est d'aller vérifier auprès de la source. Ce communiqué n'est pas sur le site de la préfecture, et il vient pas de la préfecture. C'est info, terminé. Pendant ce temps-là, BFM surfe sur le flou qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer, hein, le poison du doute, fabuleux. Et ce soir-là, 1er octobre, la préfecture communique la liste de tous les produits qui ont brûlé sur le site de Lubrizol. Et ce sont des éléments bruts, alors c'est exhaustif, et c'est transparent. Même si ça a mis du temps à être rendu public, parce qu'on sait que l'État disposait déjà de la liste au moins dès le matin. Mais en même temps, c'est une matière première à partir de laquelle il y a un travail à faire pour savoir quelles traces chercher ensuite dans la fumée et dans les suies de la combustion. Il y a une vraie politique de transparence, l'information est donnée, mais même moi dont c'est le métier, j'ai du travail pour analyser ce qui est sur les dossiers de la préfecture. En pollution, on dit quelque chose de très simple, on dit on ne trouve que ce que l'on cherche. C'est-à-dire que quand on fait des prélèvements, on cherche une substance. Il y en a tellement qu'on cherche pas tout. C'est pas comme relever de la radioactivité dans l'air. Mais pensez, je vais faire une analogie très simple, quand on fait des analyses de sang, le médecin vous prescrit des analyses de sang au regard de ce qu'il imagine que vous avez. C'est exactement la même chose. Et là, pour moi, tout ce que j'ai vu sur le site de la préfecture, c'est rien d'autre qu'une aide pour faire cette prescription d'analyse complémentaire. Dans les fiches de sécurité de l'INRS qui sont jointes au communiqué de la préfecture, mais qu'on n'arrive pas à ouvrir parce que les fichiers sont corrompus. Alors en fait non, hein, les fichiers n'étaient pas corrompus. Ce qui s'est passé, c'est que si vous avez essayé d'aller les charger ce soir-là, ou même le lendemain matin, bah, ça ramait et ça vous donnait des fichiers incomplets. Faut dire que des documents de 38 mégas, très attendus, donc téléchargés par beaucoup de monde en même temps, tout ça sur un serveur de préfecture clairement sous-dimensionné, et ben logiquement ça a planté. Donc voilà, un autre dysfonctionnement, hein, encore un autre point qui sera à revoir. Et puis, l'autre point problématique, c'est qu'en fait, on apprendra 4 jours plus tard, donc le 4 octobre, que, outre les 5253 tonnes de produits du site Lubrizol, il y a 4252 tonnes de produits qui ont brûlé sur le site de Normandie Logistique, dont 1691 tonnes de produits Lubrizol. Et là, pour avoir la liste de ces produits-là, il va falloir attendre le 14 octobre, donc 18 jours après l'incendie. Réactivité. On l'a dit au début, les sites à risque sont tenus d'informer les autorités publiques des produits qu'ils stockent. Ici, toute la difficulté, c'est que Normandie Logistique stockait des produits de Lubrizol sans avoir le même statut de site Céveso. En tout cas, à partir de ces listes, une fois qu'on a réussi à les télécharger... Bon, ben voilà. Là, maintenant, on va pouvoir chercher la vérité. Hein, moi, je vois... Non. Comment ça, non?
J'ai même pas Mais peu commencé... importe, tu me dis je vois, alors je sais pas ce que tu allais encore me sortir derrière, mais déjà de base, je sais que ça allait être débile. Mais attends, j'ai pas besoin d'y voir, moi, la liste des produits. On me l'a lu, maintenant je l'ai en tête. Seulement la question que j'ai, bon, c'est par exemple, pour le chlorure d'aminométhylpyrimidinylhydroéthylméthylchiazolium, où est-ce que je cherche? Oui, t'as la formule? Ah ben non Ah ouais, mais voilà. Comment tu veux que je fasse, moi, si tu me donnes les infos incomplètes? Non, je suis désolé, dans cette liste, tu es comme moi, tu es incapable d'y voir quoi que ce soit. En tout cas, à partir de ces listes, on sait quels produits ont brûlé, donc on peut déterminer quels produits sont susceptibles d'avoir été générés par la combustion, et donc quels toxiques chercher dans l'analyse des fumées. Mais effectivement, c'est pas donné à tout un chacun, et là, il va bien falloir se reposer un moment sur la parole des experts. Alors, à partir du 2 octobre, sont publiés les premiers résultats. Aujourd'hui, l'air est revenu, et il est d'ailleurs depuis le début, il est respirable. Mais à l'époque, on doit encore chercher s'il y a des dioxines, qui est a priori le plus grand danger. Alors, les différentes analyses vont arriver progressivement sur les jours suivants, et il y a eu ça et là des traces de dioxines, comme à Préau par exemple, mais pas significatives, en tout cas c'est ce qui a été dit aux habitants par l'Agence régionale de santé. Et depuis, les restrictions sanitaires sur les produits, et notamment le lait, ont été levées le 14 octobre. Bon, là-dessus, moi j'avoue humblement que je ne suis pas compétent en chimie et que je pourrais donc pas vous faire d'analyse poussée sur les différentes mesures qui ont été relevées. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que les Rouennais, qui sont attentifs à leur santé évidemment, ont commencé collectivement à mettre en place des prélèvements et des mesures citoyennes, et ça franchement, si c'est fait dans les règles, bien sûr, ce sera le meilleur moyen pour vérifier les données publiées par l'autorité, puisque certains sont arrivés à en douter. Ce qui va rester à surveiller attentivement après l'accident, c'est la qualité de l'eau potable, parce que les suies qui ont infiltré le sol peuvent finir par polluer les nappes souterraines. Ensuite, il y a la dépollution du site lui-même, qui est grave de chez grave, avec la Seine qui est juste à côté en plus. Ces images sont tournées par un pompier sur ce qu'il reste de l'usine Lubrizol. Il progresse dans un épais mélange de produits chimiques et d'hydrocarbures, et malgré le port de son masque respiratoire, l'homme s'interroge dès les premières heures sur la toxicité du site. On se rend compte que c'est des milliers de fûts qui sont éventrés, une boue au sol qui fait 5 à 10 cm de toutes les couleurs, une zone qui est chaotique. On commence à se poser des questions en disant qu'est-ce qu'il y a dans les fûts? Est-ce qu'il y a un risque pour moi? Et en gros, on entend qu'il n'y a pas de risque. La communication n'a pas été bonne, c'est une catastrophe. Et enfin, il y a aussi la pollution d'amiante due aux plaques de fibrociment du toit qui ont été projetées par l'explosion. Donc, dans l'environnement proche de l'usine, ça a du sens de porter un masque en papier parce que ça protège des poussières. En revanche, un masque comme ça vous protège pas des gaz. Donc bon là, il y en a plus, mais même s'il y en avait, un masque comme ça vous sert à rien. Pour se protéger des gaz, en particulier pour les interventions sur le site, il fallait porter un masque à cartouche filtrante, ou carrément un masque avec un appareil respiratoire isolant, pour les pompiers qui allaient sur la zone de feu. Et là où il y a eu un problème majeur dans l'équipement des personnels qui sont intervenus, c'est que notamment les policiers qui ont été envoyés pour sécuriser les lieux de l'incendie n'avaient pas d'équipement NRBC. Autrement dit, pas de masque à cartouche. Donc clairement, ils étaient mal protégés par rapport à un risque de toxicité qui n'avait pas été totalement évalué à ce moment-là. Ça fait partie de la liste de tous ces dysfonctionnements. Il y avait un déficit d'équipement et donc un déficit d'anticipation. Alors, sur l'amiante notamment, attention, vous avez des gens à Rouen qui se sont présentés chez des particuliers, soi-disant pour faire des prélèvements ou du nettoyage, puis qui présentaient une facture à la fin. Parfois en racontant qu'ils étaient mandatés par la préfecture. Il s'avère qu'en fait, c'était des escrocs. C'est assez désespérant, la nature humaine, en toutes circonstances, quand il y a des gens en position de faiblesse, il y a toujours des putains de charlatans pour essayer de venir en profiter et se faire du pognon sur leur dos. Donc, méfiance, et vérification systématique avant d'accepter quoi que ce soit, évidemment. Bon, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu au cours de cette crise? Les autorités veulent rassurer, très vite, au risque de se contredire. Les médias ont une hiérarchie d'infos discutable, et ils vont de préférence vers le sensationnel. Les réseaux sociaux répandent de la désinformation autant que de l'entraide. La population veut de la transparence, et s'organise pour faire ses propres mesures. Ça prend du temps pour obtenir les données, et il y a besoin d'experts pour les déchiffrer. Et enfin, il y a eu quand même pas mal de dysfonctionnements et d'écarts par rapport à ce que prévoit le plan d'urgence. Alors vous avez des gens qui ont fait référence au passage du nuage de Tchernobyl, et d'autres qui s'en sont agacés, et notamment des journalistes qui ressortent du coup ce genre d'article où ils nous parlent d'un mythe du mensonge du nuage de Tchernobyl, qui aurait pris une deuxième jeunesse avec l'incident dans l'usine Lubrizol.
Avec certains qui vous certifient, comme là, le Parisien, que en 1986, aucun ministre, aucun scientifique, ni aucun journaliste n'a jamais déclaré ou écrit que le nuage s'était arrêté à la frontière. Ce en quoi ces articles se contredisent. Puisque dans l'article du Point, on nous dit que c'est suite aux inquiétudes du public par rapport aux mesures qui sont prises en Allemagne qu'un journaliste ironise alors, tout se passe comme si le nuage s'était arrêté à la frontière, le mythe est né. Ah bon, alors il y a manifestement des interprétations différentes sur ce qui s'est passé à l'époque. Alors je vous propose de revenir un peu plus en détail sur les faits de l'époque pour qu'on vérifie s'il y a des analogies ou pas. Et après, chacun s'en fera sa propre opinion. Alors là, évidemment, les plus vieux abonnés de la chaîne s'en souviennent sûrement, j'en avais parlé dans ma vidéo sur le nucléaire, qui malheureusement a sauté. C'est pas grave, c'est l'occasion de recreuser un peu le truc. Donc, le 26 avril 1986, en Ukraine, qui est encore en Union soviétique à l'époque, à Tchernobyl près de Kiev, un réacteur nucléaire explose en pleine nuit, suite à des essais qui ont mal tourné. Certains d'entre vous ont peut-être découvert tout ça à travers la série Tchernobyl. Le cœur du réacteur est en fusion, le bâtiment est éventré, il y a d'énormes rejets radioactifs dans l'atmosphère, et donc un panache de particules qui va rapidement s'étendre sur toute l'Europe. D'abord par la Scandinavie, d'ailleurs c'est la Suède qui va s'en apercevoir le 28 avril et alerter les autres pays européens, en interrogeant l'URSS sur l'origine de cette radioactivité, et ce n'est donc que le 28 avril au soir que le Kremlin à Moscou révèle qu'il y a eu un accident nucléaire dans une de ses centrales. Le panache porté par les vents et par les nuages va se répandre sur toute l'Europe et toucher la France le 1er mai, rester le 2 et puis seulement sur l'Est et la Corse le 3 mai avec des pluies. Des pluies qui vont donc déposer les radionucléides au sol et le contaminer. La vidéo et les documents que je vous montre là proviennent de l'IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ce sont donc des experts du nucléaire et c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc ce sont des données officielles, pas des données produites par des associations écologistes qu'on pourrait soupçonner d'être partisanes. Et donc, en 1986, comment la population a-t-elle été informée en France? Alors attention, pour bien comprendre la situation, déjà, il faut vous replonger dans le contexte de l'époque. Ne la regardez pas comme si ça se passait aujourd'hui, où vous avez accès à toutes les infos en quelques clics, même si faut bien choisir ses clics, À l'époque, ça je peux très bien vous en parler parce que je l'ai vécu. Ouais, parce que t'es vieux. Bah au moins j'ai du vécu. Génération cassette crayon. À l'époque, on n'accédait pas à l'information de la même manière qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de web, on n'avait pas accès à Internet et donc pas de réseaux sociaux en ligne évidemment. Il y avait vaguement le Minitel, mais c'était pas un vrai moyen d'info. Pas de smartphone et même pas encore de téléphone mobile. Donc pour s'informer, il y avait les journaux papier, une parution par jour, les journaux télévisés, un le midi, un le soir, et la radio qui était encore finalement le média le plus réactif. Je le précise parce que, en particulier, si vous êtes né après tout ça, vous pouvez très bien être biaisé dans votre façon de relire les événements si vous n'avez pas intégré cette donnée. Alors, en France, cette année-là, jusqu'au 30 avril, on n'a aucune info tangible, à part qu'un panache radioactif s'étend en Europe, voilà. Et le mercredi 30 avril, au soir, sur Antenne 2, JT spécial en direct de la centrale de Saint-Laurent. Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud. Alors, comment peut-on prévoir son déplacement? Les explications de Brigitte Simonetta. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, les prévisions. Une dépression a pris place sur la Sardaigne. Là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Mais attention, ces prévisions sont établies pour 3 jours. Reste à savoir combien de temps il faudra encore pour éteindre l'incendie. Voilà, donc vous voyez, il y a un gros panneau stop sur la frontière, là. On est en télévision, on sait la force de l'image et du symbole, c'est pas pour rien si c'est ça qui est resté dans l'inconscient collectif pendant des décennies. Et c'était hyper naïf comme représentation, le panneau stop magique qui arrête les nuages. Dans la mesure où on n'avait aucune certitude que ça allait se passer comme ça. Alors, certes, il y a une précaution orale pour indiquer que ce ne sont que des prévisions météo, et pour préciser que ce que la météo affirme, c'est bien le terme, il n'y a pas de conditionnel, n'est valable que pour 3 jours. Mais le souci, c'est qu'on l'a vu sur l'animation de l'IRSN, en fait de prévision à 3 jours, c'est dès cette nuit-là que le panache va griller le stop. Donc, voilà la situation à midi, le 1er mai. Et voilà ce qu'on entend au même moment au journal de 13h sur Antenne 2. Ce matin, le service central de protection contre les radiations ionisantes a annoncé une légère hausse de la radioactivité atmosphérique, non significative pour la santé publique, dans le sud-est de la France et plus spécialement au-dessus de Monaco.
En Europe, les masers humides des perturbations dues à la dépression du golfe de Gênes étaient bloqués par les hautes pressions situées en France. Mais cette situation évolue. Sur cette photo, sur la photo que vous allez voir dans quelques instants, cette photo infrarouge prise ce matin à 5 heures par le satellite Météosat, on se rend compte que l'anticyclone est en train de se déplacer vers le nord-est. Et c'est là que réside le risque. Les masses d'air tournant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, on peut craindre des retours d'est, d'air chargé de radioactivité. Heureusement, en ce moment, les vents sont faibles, voire nuls en certains endroits, ce qui veut dire, et ça c'est une chance pour nous, que l'air pollué n'avance que très lentement. En réalité, à ce moment-là, le panache, il est déjà sur tout le pays. Bon, mais le 1er mai est férié, il n'y a pas de parution de journaux papier, c'est pas de chance, hein, c'est un peu comme la mort de Chirac, il y a eu un blackout au mauvais moment. Mais du coup, vu qu'il n'y avait pas d'internet, ce qu'on a vu là, en gros, c'est à peu près les seules infos du jour pour le grand public. Bon, et à l'époque, il y a un organisme qui s'occupe de faire les mesures de radioactivité sur le territoire, c'est le SCPRI, qui dépend du ministère de la Santé. Voilà ce qu'il avait annoncé le 30 avril au soir. Sur certaines stations du Sud-Est, légère hausse de la radioactivité atmosphérique non significative. Et le 1er mai au soir, nouveau communiqué du SCPRI après le passage du panache, qui indique cette fois, sur l'ensemble du territoire, un alignement de la radioactivité atmosphérique sur le niveau relevé le 30 avril dans le Sud-Est. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des communiqués laconiques, il n'y a aucune mesure précise, juste des qualificatifs non significatifs, sans aucune incidence, et ce sera souvent ça par la suite. Même quand il y aura des données chiffrées plus tard dans le mois, ce sera des valeurs moyennes, sans préciser les lieux. Toujours très interprété, avec peu de détails. Bon, le vendredi 2 mai, c'est le pont, mais les journaux sont de retour. Ils reprennent ces infos. Pas de panique, donc. Et le 2 mai, on invite dans le JT le professeur Pellerin, président du SCPRI, qui a l'avantage d'être surtout le seul représentant des autorités à s'exprimer sur le sujet, parce que du côté des ministres, c'est le mutisme total. Et il y a un moment où il est interrogé sur la radioactivité en Scandinavie, c'est intéressant à écouter. Et maintenant, c'est redescendu à moins de 2,5 becquerels par mètre cube ce matin. Il s'agit d'une radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Seulement, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. Et là, donc, ce fameux refrain que l'on connaît bien et dont on a déjà parlé. Le 5 mai, Le Monde publie des cartes communiquées par le SCPRI, un peu vagues, mais qui font état du passage du panache. Par contre, le 6 mai, le ministère de l'Agriculture publie un communiqué complètement à contre-courant qui indique que le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides. Donc là, bon, c'est pas un panneau stop, c'est l'éloignement qui a fait qu'il n'y a pas eu de retombées. Mais pour ceux qui ont suivi les infos du SCPRI, ça devient difficile à comprendre, surtout que le 5 mai, puis le 6 mai, le SCPRI a publié 2 communiqués où il parle du taux d'activité du lait en iode 131, qui serait monté un peu le 5, mais sans risque, et qui diminue le 6. Donc s'il y a eu un impact sur le lait produit, c'est bien qu'il y a eu des retombées. Alors pour ajouter à la confusion naissante, on va commencer à observer de la méfiance sur les zones frontalières justement, où on remarque qu'à quelques kilomètres de là, il y a un principe de précaution qui est appliqué. De ce côté-ci, c'est la France, et la salade est jugée parfaitement saine. Mais de ce côté-là, c'est l'Allemagne, et la salade est jugée dangereuse pour la consommation, car trop chargée en particules radioactives, elle est par conséquent interdite à la consommation. Et ça, il y a aussi un journaliste du Figaro qui l'écrit, samedi 10 mai, page 8, dans un article intitulé « La France reste calme ». Curieuse radioactivité que celle échappée du réacteur de Tchernobyl, elle est suffisamment intense pour créer un climat de panique à Kiel en RFA, où les salades sont retirées des étalages, mais ne parvient pas à franchir le pont qui, au-dessus du Rhin, mène à Strasbourg, pourtant distant de moins d'1 kilomètre. Et c'est à ça que faisait référence Géraldine Hausner dans l'article du Point. Voilà, donc si vous cherchiez qui l'a dit, qui l'a écrit ou qui l'a montré à l'écran, je crois que là on commence à en avoir des idées assez précises. Et c'est le reflet de ce qui s'est passé ces jours-là, quand l'opinion publique a commencé à réclamer un peu de clarification. Quelle était exactement la situation, quels étaient les chiffres précis qui exonéraient la France du principe de précaution appliqué dans les autres pays. Alors, le 10 mai au journal, pour savoir, on invite qui ? Le professeur Pellerin. Il se trouve qu'en France, il est regrettable de le dire, il y a eu un véritable blocage de l'information, et ça c'est parfaitement dommage. Ça c'est parfaitement dommageable. 15 ans, madame. Mais c'est ce qui se passe à chaque fois, monsieur Pellerin. À longueur de journée, vous avez de bloquer l'information, c'est faux, et je vais en apporter la preuve. Mais vous allez la donner 15 jours après. Le problème avec les becquerels, c'est que le coefficient de passage n'est pas de 100, mais de 27.
Un becquerel, c'est 27 picocuries, c'est-à-dire 27 millièmes de milliardième de curie. Bon, alors personne n'a rien compris. Le becquerel, c'est une désintégration par seconde, et puis c'est tout. Bon, le becquerel, c'est une désintégration par seconde. Mais non, mais c'est pas la peine de ramener à l'ancienne unité qui était le curie. La plupart des personnes qui connaissent cette question parlent en curie, je continue à parler en curie. Bon, alors si tout le monde parle en becquerel et que vous parlez en picocurie, alors déjà qu'on n'y comprenait pas grand-chose, là, on est complètement perdu. En France, nous sommes montés là à 400 dans certains points. 400 fois supérieur à la radioactivité. À ce que nous avions avant. Ouais. Ça, c'est les chiffres qu'on découvre aujourd'hui. Voilà. Et suite à ces échanges, le ton s'est durci dans les médias. Le 12 mai, Libération titre carrément « Le mensonge radioactif », en estimant que les chiffres qui ont été enfin révélés contredisent les informations rassurantes qui avaient été données au moment du passage du nuage par la SCPRI. Et un peu de mauvaise foi parce que le même journal les avait bien publiés à l'époque. Mais c'est pas le seul dans ce cas, et c'est là où on voit que ce n'est pas qu'une question purement politique, puisque le Figaro, qui est du bord opposé à Libération, fait exactement les mêmes reproches à la communication des autorités, et a quand même un sentiment généralisé. On nous a menti. 15 jours après la catastrophe et des déclarations contradictoires, nous apprenons en France que le nuage n'a pas épargné l'Hexagone et que les retombées d'iode radioactif notamment ont été plus importantes qu'annoncées sur toute la France. Le service de protection contre les rayonnements indique des taux maximum de 360 becquerels par litre, alors qu'on nous annonçait il y a une semaine que jamais ces taux n'avaient dépassé 200. D'autres chercheurs confirment aujourd'hui ces taux, malgré tout pas dangereux. Compte tenu des niveaux qui ont été détectés dans l'air par les organismes spécialisés, il est peu probable que les niveaux que nous allons retrouver dans le lait augmentent et qu'ils atteignent des doses maximales admissibles. Ce silence, ce mensonge pose un vrai problème, le pouvoir du nucléaire en France. Vous êtes ministre de l'Environnement, Monsieur Carignan, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi n'a-t-on pas dit que la radioactivité va augmenter, tout simplement? Alors déjà, les instruments de mesure ont diffusé tous les jours, depuis le 28 avril, tous les jours en fin de soirée, vers minuit, les services professeur Pellerin ont diffusé les chiffres. Ça, c'est pas exact. On l'a vu dans les infos publiées les premiers jours, il n'y avait pas de chiffres. Et puis, samedi, enfin hier exactement, le professeur Pellerin a pu présenter une carte qui est la première carte coordonnée du taux de radioactivité publié par un pays européen. Hier, 15 jours après. Ah non, mais quotidiennement, les chiffres ont été publiés. Alors comment expliquez-vous que les Français ne l'ont jamais su? Ah bah écoutez, c'est aux médias de répercuter ces chiffres. C'est nous qui n'avons pas fait notre travail, tous les jours. Et ils ont été diffusés. Bon voilà, tout le monde se renvoie la balle, mais le souci, on l'a vu, il vient des communiqués laconiques des premiers jours qui ne donnaient justement aucune info précise, qui ne faisaient que qualifier la radioactivité sans la quantifier. Pas de données brutes, mais des interprétations forcément subjectives, forcément sujettes à ambiguïté. Et au fond, toujours à cause du même problème de base, se contenter de rassurer quand les gens doivent être informés. Et ça, les médias l'ont relayé à ce moment-là sans poser plus de questions, pas de panique donc. Et les politiques étaient aux abonnés absents. Et voilà comment ça s'est passé en mai 86. Mais ça ne s'est pas arrêté là. 16 ans plus tard, en 2002, il y a eu une information judiciaire, suite à des plaintes de malades de la thyroïde, qui a donné lieu à des perquisitions dans les ministères et les administrations liées au nucléaire. Et c'est comme ça qu'on a découvert, dans Le Monde du 19 mars 2002, que parmi les documents saisis par l'instruction, il y avait une note interministérielle datée du 16 mai 1986, attestant que des taux de contamination élevés des aliments étaient connus des autorités. Nous avons des chiffres qui ne peuvent pas être diffusés, griffonnait l'auteur de la note, qui ajoutait « lait de brebis, plus de 10 000 becquerels par litre », sachant que la limite recommandée par l'OMS pour la consommation était de 600 becquerels par litre. Et dans les communiqués de mai 86, les autorités avaient uniquement fait état de maxima de 200, 360, puis 444 becquerels par litre de lait. Et si on va vérifier sur le site de l'IRSN aujourd'hui, on voit bien que cette mesure de 10 000 becquerels dans le lait de brebis, elle figure parmi les données aujourd'hui attestées, donc depuis elle a bien été rendue publique. Alors bien sûr, on peut relativiser en disant que même à ce taux-là, il aurait fallu s'enfiler d'énormes quantités de lait de brebis pour que ça ait un impact dangereux. Très bien, mais c'est pas le problème. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir diffusé la mesure en l'expliquant? Ça aurait pris 1 minute, mais ça aurait donné aux citoyens tous les éléments pour comprendre. Ça aurait été ça, le vrai choix de transparence. Et surtout, ça aurait été faire appel à l'intelligence de la population, plutôt que de l'infantiliser en lui cachant une mesure, tout en communiquant sur la mise en place d'une cellule d'information pour mieux l'informer. D'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Aucun. Mais on a dit qu'il n'y avait pas assez d'informations. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place d'abord une cellule d'information
destiné aux journalistes pour les aider à faire leur travail. Et puis comme il y a encore ici et là une certaine inquiétude, mais vraiment que rien ne justifie, nous avons mis en place ce numéro vert gratuit. Tout ce qui est aujourd'hui chez les commerçants français, bien évidemment, est plusieurs fois surveillé. Il n'y a aucun danger sanitaire, aucun problème de sécurité en France. Alors déjà, à la base, il sonnait faux, mais quand on sait, pour le lait de brebis par exemple, ça sonne encore plus faux. C'est de tout ça dont on veut parler quand on évoque le nuage qui s'est arrêté à la frontière, de cette information calamiteuse, ces médias à la rue, ces communiqués trop prémâchés, ces choix même de ne pas diffuser certains chiffres, et ces déclarations rassurantes et parfois contradictoires. Le panneau stop ou la salade brandie sur la frontière, oui, ce sont des images fortes qui sont restées dans notre inconscient collectif, elles sont devenues le symbole de tout ça, mais on peut pas se contenter de pointer juste ça pour tout réduire à un mythe, à base de « Vous voyez bien, le professeur Pellerin n'a jamais dit que le nuage était arrêté à la frontière ». Parce que c'est pas ça le fond du problème. Qui a dit frontière ou pas dit frontière, on est dans le sophisme de l'homme de paille, là. Le débat, c'est pas tant de savoir s'il y a eu une intention concertée derrière tous ces dysfonctionnements, le problème c'est déjà d'acter qu'ils ont eu lieu, surtout, et même s'ils ne sont dus qu'à de l'incompétence ou à des présupposés erronés sur la réaction de la population, il faut en tirer un retour d'expérience pour éviter de reproduire ça dans d'autres crises futures. Écoutez, du calme dans cette affaire. Voilà, bon, j'aurais eu encore plein d'autres choses à vous raconter sur la gestion des risques et sur les PPI des autres types de sites, les raffineries, les barrages hydroélectriques et les centrales nucléaires, comment on gérerait un accident majeur en France, mais on risquerait de dépasser le. Peut-être une autre fois, je ferai un sondage pour voir. Sinon, moi j'avais essayé d'appliquer la méthode de protection de 1986 à titre préventif, pour empêcher tout problème en cas d'accident, mais le résultat me paraît un peu mitigé. Je vous laisse voir. Voilà donc, intervention de la gendarmerie pour m'empêcher d'agir, évidemment. Alors, sous des prétextes qui peuvent s'entendre, effectivement, c'est dangereux d'aller enlever des panneaux de signalisation. C'est pas ça qui va m'arrêter, de toute façon. Il y a eu les précédents, physique quantique, il y a eu Heisenberg qui s'était fait arrêter par la police aussi. Il était en voiture et on lui a dit « Dites donc, vous savez à quelle vitesse vous roulez ?» Et il avait répondu « Non, et en revanche, je sais où je suis. » Ouais, ça c'est une blague pour les physiciens, ça évidemment, si vous n'avez pas fait d'études, vous pouvez pas comprendre. Mais c'est bien fait pour vous, fallait travailler le soir, au lieu de regarder les anges de la télé-réalité. Bref, c'est pas ça qui va arrêter l'action, parce que bon, certes, les panneaux stop sont mieux aux intersections, de toute façon, on trouve des solutions, il y a des panneaux stop en plastique, on peut imprimer aussi ses propres panneaux stop, c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc, la suite de l'action, elle va se dérouler maintenant. On arrive à la seconde étape, vous voyez, on se trouve près d'une centrale nucléaire. Et c'est là qu'on va pouvoir effectivement passer. J'ai juste peur qu'il fasse un peu chaud avec tout ça, mais bon. C'est parti. On nous a dit que le panneau stop arrêtait les radiations. Alors en bon citoyen, je vais agir pour protéger la population. C'est parti. Voilà, continuons. Le costume de super-héros et la combi, là, je sais pas si c'était une très bonne idée, parce que c'est une chaleur, là. Et c'est la première fois que ça vous arrive, ce genre de manège? Bon, juste pour finir la vidéo, je sais pas ce qui s'est passé. Soi-disant, j'aurais fait un coup de chaud. Soi-disant, on attend une ambulance. Est-ce que vous avez un traitement? Non! Est-ce que vous avez été hospitalisé également? Non! Je sais pas ce que je fais là. Il m'avait enlevé le masque. Et en plus, ils avaient dégravé la combi derrière. Vous vous sentez bien dans cette position? Non! Et vous êtes de l'OMS pour poser toutes ces questions ou quoi?
je sais pas ce qui se passe. C'est quand même pas normal. Puis alors, ça m'a embrouillé les idées là. J'ai le crâne embrouillé. Oh. Écoutez, à quelle période de la journée remonte votre dernier repas? Vous avez mangé... Quel obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao.